Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Moko, moko, moko. Merci André. Veuillez vous asseoir. Et je donne... Merci de l'opportunité qui nous est donnée pour que nous puissions à nouveau réfléchir autour de notre pays sur la situation actuelle, l'état des lieux de manifestations qui ont commencé depuis samedi dernier à Goma, qui ont continué avant-hier, aujourd'hui, et qui se sont étendues toute la journée d'aujourd'hui. Il y a eu des manifestations dans la commune rurale de Nyamilima, c'est le territoire de Rutshuru. Il y a eu manifestation dans la commune rurale de Kanyabayonga, c'est le territoire de Lubero, deuxième jour. Il y a eu manifestation aujourd'hui dans la ville de Butembo. Il y a eu manifestation également à Beni. Et la série de manifestations ne semble pas être sur le point d'arrêter demain ou après-demain. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de manifestations pour la dignité du peuple congolais. La chose qui a fait déborder le vase, nous n'en avons pas peut-être mesuré la portée, mais lors de l'Assemblée, la dernière Assemblée, la dernière intervention de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, le 29 juin dernier, elle a présenté la situation en RDC et a dit que le M23 faisait preuve d'une détention d'armes sophistiquées. Et sur RFI, le porte-parole de la MONUSCO, M. Mathias Gilman, a dit que la MONUSCO, le M23 se comportait beaucoup plus comme une armée classique que comme un groupe armé, que le M23 était doté d'armes sophistiquées, de lunettes nocturnes, dont ne disposerait pas la MONUSCO et même le FARDC. Alors, je suis que ceux-là qui n'ont pas mesuré la gravité de ces faits. Mais j'avoue que j'ai enregistré beaucoup d'appels de la part des acteurs de la société civile, des mouvements citoyens. Pourquoi je dis que c'est un combat pour la dignité, pour les populations de Goma, de Beni, de Rutshuru, peu importe la supériorité dont ferait preuve le M23 ou le Rwanda, il est hors question de dire aux Congolais aujourd'hui que le M23 est invincible. Ça, c'est hors de question. Il faut tout dire, mais ne dites pas que le Congo ne va pas battre le M23. Ça, il faut exclure, il faut supprimer ça du vocabulaire. Les habitants de Rutshuru qui appellent, qui disent que ils ont l'impression d'ailleurs que le pouvoir de Félix n'est pas prêt à ordonner au FARDC d'en finir avec le M23, avec les agresseurs. Et les populations disent que même si le M23 FARDC se retirait, les populations ne fuiraient pas Rutshuru, ne fuiraient pas Nyiragongo, ne fuiraient pas Goma,
ne fuiraient pas bénies, elles vont en découdre seules contre le Rwanda, contre l'M20. Voilà donc le début de tout. Et ce ras-le-bol vient de l'accumulation de frustrations, des humiliations au fil de ces 26 années d'agression. Vous vous rappelez, nous avons présenté ici l'aperçu historique de ces guerres d'agression. Première guerre 96-97 sous l'AFDEL, avec bien entendu la complicité de pays étrangers, de grandes puissances. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi nous font la guerre. Et comme pour nous humilier, on nous nomme James Kabarebe comme chef d'état-major, n'est-ce pas, TFATC, et ils prennent le contrôle de l'appareil sécuritaire. Les frustrations accumulées par les Congolais n'ont pas tardé à dégénérer en manifestation dans toutes les provinces. Et Laurent Désiré Kabila sera obligé d'ordonner que tous ces gens-là qui l'avaient amené au pouvoir devaient retourner dans leur pays. Ils n'ont pas été d'accord. Ils ont déclenché donc la deuxième guerre d'agression, le 2 août 1998. Cette deuxième guerre qui est allée jusqu'à la signature de l'accord global et inclusif. À l'occasion de cette deuxième guerre qui a impliqué la présence de l'Angola, de la Namibie, du Zimbabwe, du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi sur le sol congolais, des résolutions étaient votées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant notamment à la signature d'un accord de cessez-le-feu. Il y a eu donc en juillet 1999 la signature de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. Et dans le cadre de cet accord de cessez-le-feu, il a été dit que l'Organisation des Nations Unies, en collaboration avec l'Organisation de l'Union africaine, devait déployer une force sur le sol congolais pour aider au respect de ce cessez-le-feu et travailler au désengagement de ce pays qui venait d'agresser notre pays. C'est donc sur la base de cet accord de Lusaka que la MONUC a été mise en place. 99, progressivement, le premier contingent de 99, de 90, je pense, au mois de février 2020, et progressivement jusqu'à la configuration actuelle. Alors il faut souligner que comme vous le savez, et comme cela a été adopté comme l'une des résolutions phares du Congrès de l'ECD tenu à Kisangani, c'est que les agresseurs n'ont pas été condamnés, n'ont jamais été condamnés. Ils sont allés jusqu'à se battre sur notre sol, à Kisangani, notamment au mois de juin 2020. Lors de notre congrès, le président nous a conduits au cimetière pour nous recueillir, n'est-ce pas, au cimetière à la mémoire des victimes. Même pendant que, aux yeux de tous, le Rwanda et l'Ouganda se sont battus sur notre sol, des Congolais sont morts, l'ONU n'a pas pris le courage de qualifier ce pays d'agresseur. On a donc continué à considérer que la crise congolaise, la guerre d'agression était une crise interne
que ce pays-là serait venu donc derrière des rébellions congolaises. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à l'accord global et inclusif avec les forces et les faiblesses que l'on connaît. Alors, la troisième guerre, comme nous l'avons dit, en dépit de la mise en place des institutions de transition, le Rwanda n'a pas lâché prise. Il a créé le CNTP qui a continué à perpétuer des massacres, des tueries. Et le Rwanda a changé de stratégie pour faire procéder à une occupation militaire intensive dans la partie est, en légalisant cette occupation par des accords. Et à chaque fois que le CNTP a tué les gens, il faut avouer que cela a quand même créé des frustrations dans les cœurs de beaucoup de Congolais, particulièrement à Bukavu, à Goma, qui ne s'expliquaient pas comment le Rwanda pouvait jouir d'une si grande impunité que de criminels, les Kundabatwa et les autres Makenga, les Taganda, pouvaient être amnistiés perpétuellement, pas de justice pour les victimes. Vous vous souvenez les combats du docteur Mukwege? Le groupe des experts des Nations Unies a documenté les crimes et les a mis dans un document célèbre, le rapport Mapping, dont notre prix Nobel, docteur Mukwege, fait son cheval de bataille. Mais en dépit de l'existence même de ces rapports, nulle part où le Rwanda a été condamné, ou l'Ouganda, et ceux qui sont cités dans ce rapport-là ont continué à jouir de l'impunité. Et donc, les populations congolaises victimes de ces massacres, de ces injustices, ont continué à accumuler de frustration. Au lieu de plaider pour l'exhumation du rapport Mapping, pour la justice en faveur des victimes, certains pays étrangers, dont les États-Unis et d'autres, ont plutôt poussé à la signature des accords. Les accords notamment du 23 mars, Obasanjo a été dépêché comme représentant envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour rencontrer Kunda. Il y a eu des accords de Nairobi en octobre 2007. Et donc tous ces accords-là ont été encouragés par certains partenaires extérieurs au détriment de la justice. Malheureusement, faute de cette garantie d'impunité, le Rwanda ne s'est pas empêché de continuer de passer de la troisième guerre à la quatrième guerre, la guerre du M23 de 2012. Et là encore, le groupe des experts des Nations Unies ont produit un rapport très fouillé, pertinent, qui a démontré que le M23 avait été monté, créé, fabriqué par le Rwanda et l'Ouganda. En dépit de l'existence de tous ces rapports, une fois de plus, le Rwanda n'a pas été condamné, ni l'Ouganda. 2019, le hold-up électoral en arrive. Il faut dire aussi, pendant tout ce processus, je réfléchissais ce matin, les troupes onusiennes sont déployées quand même en 2020, décembre 2020 et janvier 2021, 16 janvier, c'est Laurent Désiré Kabila qui est assassiné. Et à la suite de l'assassinat, les Congolais sont quand même humiliés par la désignation
d'un monsieur totalement inconnu de la scène politique congolaise comme chef de l'État. Une humiliation. Donc, je voudrais rappeler quand même l'histoire de l'humiliation et de frustration que les Congolais ont accumulée. Sa désignation il sera légitimée dans le cadre de l'accord de dialogue de Sun City en 2002 et puis des élections truquées en 2006. Faute de ces élections truquées, il va s'autoriser à signer les accords d'infiltration de notre armée en 2006-2009. Donc c'est le Rwanda qui trône en RDC. 2011, les Congolais pleins de rage, notamment dans la partie orientale, militent pour le changement, pour le départ de Kabila. Fait dire Tshisekedi est candidat, mais une fois de plus, sous la présence aussi des partenaires internationaux, la victoire, la vérité des urnes est volée. C'est la mort à l'âme de la plupart des Congolais. Les calvaires continuent. En 2012, 4e guerre, je disais, M23. Cela fait monter la rage, notamment à Beni, où dans l'entretien de massacres continue, à Bunia, à Sud Kivu. Et les gens ne jurent que par l'alternance à l'occasion des élections de 2018. Et la nation congolaise est témoin de comment cette mobilisation va partir de Beni et embraser toute la nation. Et janvier 2019, Dieu seul sait jusqu'à quel degré la communauté internationale n'a pas été complice, une fois de plus, du hold-up électoral dont nous avons été victimes. Et en 2019, comme nous avons eu à le souligner, 11 et 12 juillet, Félix signe à nouveau des accords sous la pseudo-facilitation du Rwanda à vue d'octroyer l'amnistie, l'intégration militaire et politique aux gens du M23. Et la 5e guerre d'agression commence donc sous prétexte de l'application de ces accords. Une feuille de route pour leur mise en œuvre a été signée le 28 octobre 2019. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de la Côte d'Addis Abeba a fait un premier acte de mise en œuvre de ces accords. Il a écrit une lettre adressée à l'auditeur général pour demander le retrait de mandat d'arrêt contre ces criminels qui M23. Et c'est sous prétexte donc de l'application de ces accords que le Rwanda nous lance la 5e guerre d'agression. Depuis le 8 novembre 2021, la 5e guerre ressurgit dans un contexte particulier, un contexte d'état de siège. L'état de siège qui a été décrété comme un déni de réponse aux revendications de plus en plus fortes exprimées par les populations de Beni, de Ituri, de Sud Kivu, pour le retour de la paix. Il vous souviendra que en novembre, décembre 2019, il y a eu à nouveau des manifestations fortes exigeant notamment le retrait de la MONUSCO à Beni, et le président élu a décidé d'effectuer une visite auprès de ces populations meurtries. Le massacre se faisait partout à Beni, dans les différents quartiers, c'était l'hécatombe. Et à cette occasion, sous la conduite du président élu, nous avons rencontré les responsables de la MONUSCO pour leur poser la question de quelle réponse la MONUSCO donnait aux reproches qui lui étaient adressés par la population. Alors certaines garanties, certaines promesses ont été données,
Malheureusement, 2021-2020, les tueries n'ont cessé de monter. Je vous ai parlé du bilan la fois dernière. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, en 2019, la première année du pouvoir volé de Félix, dans les 3 territoires de Djougou, Beni et Irumu, le baromètre sécuritaire a dénombré 914 morts. Ça, c'est en 2019. En 2020, le baromètre a dénombré 1070 morts. Alors, en 2021, je disais 2018, avant le World Cup de Félix, c'était 914. 2019, la première année du World Cup de Félix, c'était 1070. Deuxième année, 2020, c'était 1569. Donc les tueries ne fait que monter. 2021, le premier trimestre de 2021, avant l'état de siège, c'était 373 morts. Les manifestations se sont à nouveau intensifiées. Vous vous rappelez du sit-in prolongé des élèves de Beni devant la mairie, de la manifestation de Maman de Beni à Denis Blanc, de la journée de 3 semaines sans activité décrétée par la société civile de Beni Boutembo, et le mouvement citoyen à Goma qui avait décrété 3 journées ville morte pour se joindre à cette mobilisation-là. Des gens mal intentionnés ont tourné cela en une tuerie dans les quartiers au nord de Goma. Pas de moins de 32 personnes ont été tuées. Répression sanglante d'une manifestation. Certains organisateurs de la société civile ont proposé un dialogue tripartite. Gouvernement, MONUSCO et population. Le pouvoir que M. Félix s'y est opposé et à la place a proposé l'état de siège pour réduire au silence toutes les contestations, tous les mouvements citoyens. Les manifestations étaient interdites. On a suspendu les assemblées provinciales en Ituri comme au Nord Kivu. Les exécutifs provinciaux étaient mis de côté. Un régime militaire a été instauré. Des militants des mouvements citoyens se retrouvent jusqu'à ce jour à prison. L'état de siège, malgré la dénonciation de plusieurs acteurs, malgré les dénonciations faites par notre parti, il faut quand même avouer que la communauté internationale a aussi gardé silence, cautionné cette répression des libertés, mais au même moment, les causes à la base de ces manifestations, les tueries n'ont pas cessé. Bien au contraire, les tueries se sont intensifiées. Le rapport produit par un collègue député élu de Boutembo a démontré que pendant l'état de siège, le nombre de civils tués s'est élevé à 4953. Plus de 500 gros camions incendiés. Des villages, plus de 132 villages abandonnés complètement. Les égorgeurs ont étendu les rayons. Alors qu'avant l'état de siège, le massacre n'était focalisé que dans ce que l'on appelait le triangle de la mort à Beni. Sous l'état de siège, eh bien, et sous le concours de l'intervention de l'armée ougandaise, qui a profité, c'est pas qui fait même la côté par Félix, les Ougandais profitaient pour chasser le présumé ATF des zones frontalières avec l'Ouganda pour les repousser plus loin vers Irumu, vers Mambasa, dans les forêts du Turi. Donc, les rayons de massacre se sont étendus dans plusieurs collectivités chefferies, à Beni, à Ituri.
la colère de la population n'a fait que monter. Et pendant ce temps-là, tout ce pouvoir illégitime, encouragé aussi par le partenaire international, il ne faut pas le ménager, ont fait de la sécurité des populations les cadets de leurs soucis. J'aimerais des enquêtes que pour cette opération dite de grande envergure à Béni, vous ne pouvez pas vous imaginer que de janvier à juillet 2020, pas moins, tout au plus 45 000 $ ont été envoyés au commandement des opérations. 45 000 $ sur 7 mois. 15 000 de juillet à septembre. 5 000 de septembre à février 2021. Donc, leur préoccupation est ailleurs. Les opérations, même les militaires, sont complètement abandonnés. Et donc, la situation n'a cessé de se détériorer. La réponse donc a été, au lieu de cette tripartite, de ce dialogue pour trouver des réponses aux revendications de la population, la réponse a consisté à un état de siège dont la finalité était simplement de réprimer. Aujourd'hui, on se rend compte que ces populations qui sont à bout de souffle, qui sont exaspérées, n'acceptent plus de se laisser contenir, même par un régime d'état de siège. D'où la dégradation de la situation. Alors, ces manifestations dont je parlais continuent donc jusqu'à ce jour. Elles ont commencé samedi dernier par une manifestation pacifique organisée par les mamans à Goma, qui sont descendus jusque devant les installations de la MONUSCO et ont organisé un sit-in pour protester contre le propos de Mathias Gilman, disant que le M23 se comporterait comme une armée classique. Ça pour autant, au même moment, la MONUSCO dit qu'elle n'a pas la preuve de l'appui du Rwanda au M23. La population qui n'est pas belle voit clairement une contradiction. Les mamans donc ont manifesté samedi et par la suite, des mouvements citoyens ont appelé à des manifestations. Ils ont lancé une campagne qu'ils ont dénommée Bye Bye MONUSCO. Malheureusement, comble du cynisme, au lieu d'assumer à toute responsabilité la décision d'exiger le départ de cette mission à bonne et due forme, le pouvoir de Félix va faire de la récupération politicienne. Le président du Sénat, Bati Lukwebo, au cours d'un meeting, va lancer un appel pour dire qui se pour le débat de la MONUSCO. Et les gens ont levé les mains. Et il dit, c'est la majorité. Comme il en est ici, il faut que la MONUSCO dégage, parte. L'UDPS a lancé un communiqué, Fédération de Goma, disant qu'elle appelle aux manifestations pour le départ de la MONUSCO. Alors là où je qualifie cela de cynisme, c'est qu'en fait, la procédure, elle est simple. Pour un gouvernement responsable, respectueux du peuple et de ses engagements internationaux, il aurait fallu que le gouvernement s'assume. La MONUSCO est là, comme je l'ai dit, sur base d'un accord
J'ai l'accord de siège ici. Oh, je dois l'avoir laissé dans mon sac. Et cet accord qui a même été publié dans le journal officiel de la RTC, qui nous lit, accord de siège signé le 4 mai 2000. Étant donné que nous sommes liés par cet accord juridique, la procédure devait être juridique. Le gouvernement écrit à bonne et due forme pour saisir le Conseil de sécurité et dire qu'au regard de tels facteurs de la situation, nous vous annonçons notre retrait de cet accord et cela donnerait lieu à la discussion d'un chronogramme et de l'adoption d'un plan de désengagement à bonne et due forme. D'ailleurs, en 2020, un plan de désengagement a été convenu entre la MONUSCO et la RTC. Et c'est sur base de ce plan de désengagement que d'ailleurs, le 30 juin de cette année, la MONUSCO a fermé sa base en province de Tanganyika. Et progressivement, la MONUSCO est en train de se désengager de certaines provinces. Elle s'est désengagée, fermer ses bases à Lubumbashi, fermer ses bases dans beaucoup d'autres territoires, même du Nord Kivu, à Walikale. Sa présence reste plutôt forte au Sud Kivu, au Nord Kivu, à Ituri. Une présence réduite à Kisangani et bien entendu à Kinshasa, siège des institutions. Donc, Bahati Lukwebo, président du Sénat, avait toutes les prérogatives républicaines pour pousser, n'est-ce pas, le gouvernement à écrire à bon écrivant. Tout même Kabila a usé de la même manipulation de l'opinion publique. J'ai vu sa vidéo qui circulait pour qu'il s'était déjà prononcé dans un discours à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est de la distraction. On ne peut pas se retirer d'un accord juridique par une simple déclaration politique. Il aurait dû pousser, demander à son gouvernement d'écrire à bonne et due forme. Mais en plus de la lettre qui devait être présentée pour attester la volonté réelle de se désengager, le gouvernement devait répondre à un certain nombre de critères liés à la stabilité politique et sécuritaire interne. Or, sur ce point-là, les différents gouvernements des jouisseurs et des complices que nous avons eus n'ont fait que détruire même le peu de capacité que pouvaient disposer nos forces. Sous Kabila, les bataillons qui avaient été formés à Kindu et à différentes bases militaires de la RTC ont été démantelés. Ces bataillons qui avaient mis en échec l'M23 en 2013, qui avaient mis en échec les Altef en 2014 sous Baouma, ces bataillons ont été démantelés pour donner le couloir au M23 au CNTP. Beaucoup d'autres bataillons ont été démantelés à Rutshuru, à Massissi, dans les Touri. Donc, la montée en puissance de FARDC a été détruite par ceux-là qui avaient été placés pour servir aux intérêts des agresseurs. Ceux qui ont volé la victoire du peuple en 2019 n'ont pas fait mieux que ça. Même en plein état de siège, les faits décaissés en vue de la montée en puissance de FARDC ont été détournés. Même lorsque, en interne, on a dit assurons l'autonomie de FARDC en matière de renseignement.
pour ne plus dépendre de la MONUSCO ou de pays agresseurs, doter les FARDC de drones propres, de moyens de renseignement propres. Des millions de dollars ont été détournés. Au lieu de drones de renseignement, ce sont des drones de reportage des matchs de football qui ont été achetés. Donc, devant pareille irresponsabilité, il est évident que le Conseil de sécurité va réserver une fête de non-recevoir à une lettre qui serait adressée de la part du gouvernement congolais pour demander le désengagement. À côté de cette capacité militaire qui doit rassurer sur la capacité du gouvernement à assurer le contrôle du territoire, à assurer les menaces contre les groupes armés, aujourd'hui, nous en avons plus de 120 sur le territoire congolais. À côté de cette capacité sécuritaire, il y a également la stabilité politique. Or, le processus politique de ce jour est bloqué, confisqué par cela, le receleur de 2019. Vous savez tout ce qui a été fait de la Cour constitutionnelle, de la CENI, de la loi électorale, toutes les réformes que nous avons proposées. Le pouvoir s'est enfermé pour refuser tout consensus autour de ces réformes. Il est donc évident que même sur le plan politique, le Conseil de sécurité va trouver des raisons pour dire que le gouvernement en place ne présente pas de garantie de stabilité interne de la RDC et on va continuer à considérer que la crise de stabilité en RDC représente une menace pour toute la région. Et sous ce motif, le retrait des troupes de la MONUSCO devrait recevoir une réponse pas favorable. Donc, conscient de tout ça, le pouvoir use de la manipulation des masses pour procéder par des communiqués, procéder par des discours et, curieusement, cela entraîne mort d'hommes, cela entraîne des incidents diplomatiques graves. Parce que dans cet accord de siège, l'État congolais a des obligations. Les installations de la MONUSCO jouissent des privilèges, n'est-ce pas, d'immunité. Le gouvernement a l'obligation d'assurer leur sécurité. Les casques bleus devraient être sécurisés. Et donc nous nous retrouvons dans une crise. La situation à Goma est telle que toutes les bases de la 18 manifestants tués, de plus de 50 blessés. À Kanyabayonga, le nombre de 3 manifestants tués. À Butembo, on parle d'au moins 2 manifestants tués, mais les bilans risquent de s'alourdir. Alors, les manifestations s'annoncent encore beaucoup plus intenses demain, après-demain et au courant de la semaine. En plus de ces discours venant des acteurs du pouvoir en place, on observe dans les chefs des animateurs de l'état de siège et qui se sont toujours montrés très très répressifs pour toute manifestation réclamant la fin de l'état de siège ou réclamant la fin des tueries. Pour les manifestations en cours, on a observé un certain laisser-faire. Le gouverneur militaire a même il a quitté Goma hier matin pour Beni. Donc les manifestations, la ville a pris feu pendant qu'il était absent. Les policiers ont pris distance, même à Butembo, où les résultat est grave. Nous apprenons que les policiers sont restés loin. Ce qui pousse à la question de savoir à qui profite ce discours
d'exiger le départ de la MONUSCO aujourd'hui à 15-16 mois de la tenue des élections. À qui cela profite-t-il alors que le même pouvoir s'entête pour ne pas porter le moindre réponse aux revendications de paix? La population de Lomé, à Beni, de Boulongo demande la relève des troupes. C'est une mesure aussi simple. Félix est incapable d'opérer ça. Béatrice Lukwebo ne peut pas y répondre, Mosso ne peut pas y répondre, et il trouve que le mieux, c'est de s'accrocher au dossier MONUSCO. La population demande à corps et à cri, notre camarade Luc vient de 7 mois de la prison pour exiger la fin de l'état de siège. Ça, c'est impossible pour le Sénat, pour l'Assemblée nationale, pour le gouvernement, mais on s'accroche plutôt autour de cette question. Donc, il y a de quoi réfléchir pour savoir à qui profite ce discours pour exiger le départ de la MONUSCO aujourd'hui à 16 mois de la tenue des élections. Voilà donc ce que nous pouvions partager pour vous inviter tous ensemble à la réflexion pour dire à la fois les frustrations de population sont légitimes, 26 ans d'agression non condamnée par la communauté internationale, pas de justice, bien au contraire, à Nairobi, à Luanda, Félix signe la fin de feuille de route prévoyant à nouveau la mise en œuvre de la fameuse feuille de route du 28 octobre 2019, c'est-à-dire octroyer l'amnistie à ces gens du M23, leur accorder l'intégration militaire et politique, alors que, avant qu'ils ne se retirent de l'armée en 2012, les officiers issus du CNTP occupaient 43% des fonctions de commandement au Nord Kivu. Ils occupaient 39% des fonctions de commandement au Sud Kivu, alors qu'ils ne représentaient que 15% des effectifs total. Donc, la finalité pour eux n'est pas l'intégration dans l'armée. Parce que ça, ils l'ont déjà eu par l'accord de mixage de 2006. L'accord de 2009, ils l'ont eu. Le coordonnateur du groupe d'études des experts sur le Congo, dans le rapport de 2012, a clairement indiqué que le plan du Rwanda consiste à créer ce que les officiers de renseignement rwandais appellent l'État autonome de l'Est de la RDC, c'est-à-dire diviser la RDC, procéder à accomplir la balkanisation. C'est leur finalité. Alors, l'opinion au Nord Kivu, au Sud Kivu, ou à Ituri, n'est pas prête à digérer ce discours. Ce qui fait que les frustrations sont légitimes. Ce qui a dénoncé, c'est le dérapage dans les actes de vandalisme, de violence. Et ces violences qui semblent avoir été encouragées, motivées par des acteurs. Voilà donc, chers camarades, de la situation et qui nous invite à la réflexion, sachant que dans le cadre de notre deuxième congrès, nous avons dit que nous allons travailler sur une pétition en vue de l'exhumation du rapport mapping et de la création d'un tribunal spécial pour la RDC, sachant que le Congrès a adopté la résolution d'après laquelle
le 2 août qui arrive le mardi prochain, nous allons à nouveau commémorer le génocide congolais. Voilà donc le contexte dans lequel nous nous retrouvons et qui appelle à notre réflexion pour savoir quelle conduite nous adoptons afin d'accompagner, d'aider à trouver réponse à ces aspirations légitimes de nos populations à la paix et à la sécurité. Monsieur le Président élu, chers camarades, j'estime pouvoir m'arrêter par là pour bénéficier de votre concours, de vos interventions dans les débats. Je vous remercie. Ma réflexion est celle-ci. C'est une proposition. Le roi Philippe est venu en RDC, il est reparti. Il a parlé. Il y a eu des interventions, il y a des gens qui ont parlé. Moi, j'aimerais que l'on remonte jusque vers 1921. La RDC était alors colonie du Congo belge. La Belgique a installé des populations entières à Rutshuru et à Massissi. Ça, j'ai appris quand je posais des questions à ceux qui peuvent me répondre. Pourquoi les Rwandaloïdes, bon, on les appelait les Rwandaloïdes quand j'étais au campus, pourquoi les Rwandaloïdes qui se disent Zaïrois sont toujours de Massissi ou de Rutshuru? Et plus tard, on m'a dit que le colonisateur les a installés là-bas. À ce jour, j'aimerais que la RDC pose la question à la Belgique. Vous ne trouvez pas que ce programme de l'occupation du Congo par les Rwandais remonte à très loin? Les frustrations naissent d'une situation ou d'un mépris. Tout en condamnant la violence qui caractérise ces manifestations de dignité, mais je note qu'il y a au départ un mépris. Il y a une situation entretenue, soutenue tant en interne qu'à l'externe. Donc, à qui profite, comme vous le dites, cette situation? Moi, je pense que, d'un point de vue, d'abord, c'est notre peuple, c'est notre peuple qui veut que la situation change. En un second lieu, cette manifestation peut servir à ceux qui veulent, comme nous le suivons, matin, soir, il y a des refrains, nous allons gagner les élections, quand bien même la situation sur le terrain, pour le pouvoir en place, est chaotique. Donc, il y a deux volets, à mon avis. Le premier volet, la population veut se dédouaner de cette situation. Mais le second volet, comme vous venez de le dire, il y a des instigateurs quelque part, des tireurs de ficelles négativement, qui souhaiteraient qu'il n'y ait pas la présence de la MONUSCO pour arriver au résultat. Ça, à mon avis. Mais pour nous décider, nous avons une situation, il y a des frustrations. Le pouvoir a été installé sur base de la mafia, entretenu, nous précisons, en interne qu'à l'externe. Donc, c'est le pouvoir en place qui instrumentalise la population contre la MONUSCO. Mais pour nous aussi, c'est la meilleure des choses. Lorsque nous sommes allés à Kisangani, notre message, on ne peut pas nous voler notre victoire. En quelque sorte, on nous donne l'occasion, parce que c'est la même frustration, le même peuple, nous allons aussi
à notre tour, demander à notre population qu'il y ait des manifestations de dignité pour nous avoir volé la victoire. Donc, pour moi, j'estime que nous de décider, la situation nous est favorable. Les frustrations sont nées d'une situation, la guerre à l'est de notre pays, et nous avons une démarche parce qu'eux aussi veulent arriver à ces résultats. Quel est le résultat? Tricher aux élections, faire partir la MONUSCO. Mais là où c'est bénéfique, ils instrumentalisent la population, et nous aussi dans notre monde d'ordre, on ne peut plus nous voler encore la victoire. Donc, à mon avis, nous devons nous approprier tout en saluant la maturité de notre peuple, parce que notre peuple s'aguerrit, comprend qu'on ne peut pas à tout moment l'exposer, et la population se défend. Donc pour moi, c'est à deux volets. Mais là où nous devons insister, c'est de montrer que la population a raison, mais nous condamnons la violence qui entoure ces manifestations de dignité. Mais positivement, nous prenons la situation parce que là, on peut dire, bon, voilà, vous avez instigé la population, mais nous avez volé la victoire et nous vous attendons en 2023 et pour amener cette population aussi à revendiquer parce que la population plutôt veut sa dignité. Je vous remercie. Et derrière. Mais ce que le régime ne s'imagine pas, c'est que après, si la population arrive à faire partir la MONUSCO, la prochaine cible risque d'être 120 groupes armés qui écument l'Est vont disparaître, vous voyez. L'insécurité va continuer, il y aura peut-être même une situation difficile à gérer. Et dans ce chaos-là, le régime ici risque de devenir la prochaine cible. Or, le régime vient d'ajouter une nouvelle donne dans cette situation, c'est que le régime est en train de favoriser une complicité entre les manifestants et les forces de l'ordre, ce qui n'a jamais existé. Alors, le demain, comment le même régime va utiliser les forces de sécurité pour mater une population de manifestants qui se sont déjà créés des alliances, des amitiés. Ils ont plié ensemble les bases de la MONUSCO, les manifestants et certains membres des forces de sécurité. Donc c'est cette donne-là que je trouve nouvelle et comme disait le prof que nous devons capitaliser. En tout cas, il y a une certaine complicité qui est en train de se faire et qui risque de devenir fatale pour le régime demain. L'autre aspect, c'est que la situation risque de s'aggraver davantage parce que jusque-là, c'est le Nord qui vous, mais en tout cas, chez nous aussi, à Bounia, la tension monte. Peut-être que demain ou après-demain, Bounia aussi risque d'entrer dans cette danse pour chasser la MONUSCO. Mais maintenant, la gravité chez nous, c'est que nous avons plus de 65 sites déplacés internes à travers la province. Et la plupart sont protégés par les casques bleus de la MONUSCO. Le plus grand site là-bas contient plus de 65 000 personnes, totalement protégées par les casques bleus. Donc si on arrive à les chasser, le problème va se poser, qui va sécuriser ces personnes? Parce que 5 sites ont déjà été attaqués qui étaient protégés par notre propre armée et l'armée n'a pas été capable de les protéger. C'est ça l'inquiétude, mais en tout cas la situation risque d'aller jusque là. Chez nous aussi, les réseaux sociaux sont... la situation explose, tout le monde veut se débarrasser de la MONUSCO. Donc ça devient une donne qu'on doit faire avec. Je ne vois pas donc comment on va gérer cette situation. Merci. La présence de M. Bahati sur le terrain fait voir la mainmise du pouvoir de fait en place comme instigateur de ce qui vient de se passer là-bas. Il y a quelques semaines, sur France 24, M. Kagame a donné une interview et dans laquelle il a fustigé la présence de la MONUSCO au Congo. Pour lui, cette MONUSCO, il ne voyait pas pourquoi ça devait continuer à fonctionner. Et sachant le lien entre Kagame et le pouvoir en place,
ce qui est en train de se passer là, est-ce que ce n'est pas un jeu d'ensemble? Soit, dans un premier temps, le gouvernement congolais qui ne va pas chasser la MONUSCO in fine, essaye de nous distraire pour faire porter à la MONUSCO la responsabilité de ce que lui ne fait pas en réalité comme État. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Ou de deux, si ce n'est pas la première alternative, essayez alors véritablement de faire partir la MONUSCO pour que leur seule besogne de la balkanisation puisse se réaliser sans témoin. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Merci encore, honorable Kassekwa, pour cette brillante intervention. Alors, ce que j'aimerais dire est très simple. Depuis, ça fait déjà un moment que la population est en désaccord avec les actions de la MONUSCO, dont nous sommes tous sûrs aujourd'hui que sa mission est inadaptée. C'est-à-dire qu'elle ne répond plus ou elle ne répond pas réellement aux besoins de la population. Les dangers aujourd'hui, en ce qui nous concerne, d'après ce que j'ai suivi, que vous êtes en train de dire, serait que nous passons pour ceux qui sont en train de défendre mordicus la MONUSCO. Nous sommes tous au courant de la collusion qu'il y a, de la position du Rwanda que vous venez de rappeler. Aujourd'hui, nous avons aussi constaté que si on a tous lu et vu ce qui s'est passé avec M. Lukwebo, en réalité, au-delà de ce qu'il a dit, le monsieur a été hué là-bas, mais la stratégie de l'UDPS, qui, ne perdons pas de vue que c'est l'UDPS qui a introduit la lettre pour la marche. C'est la jeunesse UDPS de Goma, si je ne me trompe pas, parce que c'est ce que j'ai lu et vu, qui a introduit cette demande de la marche. Mais c'est aussi l'armée de l'UDPS qui est en train d'accuser Lukwebo d'être la personne qui est auteur moral de cette situation. C'est-à-dire, elle est en train de liquider en même temps Lukwebo, autant c'est UDPS qui était à la manœuvre. On a bien sûr vu aussi l'armée et la police, on ne va pas dire accompagner, mais du moins sortir ou entrer avec la population à l'intérieur des entrepôts. En tout cas, ne pas empêcher cela. Donc on se retrouve dans une situation où l'UDPS est en train de liquider Lukwebo, mais certaines instances sont en train de réclamer la tête des responsables moraux de cette situation. Donc, et j'ai vu les gens de l'UDPS demander à ce que le nom de Lukwebo soit clairement cité. Et en même temps, on a l'EAC, la force régionale, qui doit entrer. Donc, on est en train de sortir. On veut que la MONUSCO puisse sortir et que la force de l'EAC puisse entrer. C'est-à-dire qu'on est en train de nous mettre dans une situation où, si nous disons on est pour la présence de la MONUSCO, qui, rappelons pour certains qui ne suivent pas cette actualité, que d'ici le 30 décembre, la mission prend en réalité fin, et il faut renouveler cette mission. Donc on est en train peut-être de nous mettre dans une situation de soutenir la MONUSCO, qui nous connaissons la manière de faire depuis longtemps, et nous en avons un petit peu le ras-le-bol, d'où j'ai republié le tweet du président qui allait dans le sens que nous exprimons aujourd'hui. Mais comment nous allons arriver à trouver la bonne équilibre? Parce que demain nous serons aux affaires et nous risquons d'être confrontés aussi à cette mission des Nations Unies qui a une mission inadaptée dans le terrain. Nous le voyons et nous le constatons. Comment allons-nous faire pour ne pas nous retrouver dans une position de défendre la MONUSCO, mais aussi nous devons nous retrouver dans une position où nous devons défendre les aspirations de la population sans tomber dans le jeu que M. Félix est en train aujourd'hui de manigancer, de nous laisser entrer la force de l'EAC en lieu et place de la MONUSCO qui ne peut pas s'en débarrasser. Merci beaucoup. Lire le tweet du président élu autour de la situation dont nous venons de parler. Voici ce qu'il écrit. La situation qui prévaut actuellement dans le nord Kivu nous préoccupe. Nous comprenons le ras-le-bol de la population victime de tant d'agressions, mais l'invitons à manifester
pacifiquement. Les gouvernants de fait et les conseils de sécurité doivent prendre les responsabilités. Fin de citation. Donc, notre discours, notre lecture sur cette question se résume à ces quelques mots. C'est-à-dire que nous sommes préoccupés par cette situation et nous, je crois, nous avons anticipé. Nous sommes ici à la 7e conférence hebdomadaire. Nous avons décidé chaque semaine de nous réunir, réfléchir autour de cette question pour savoir comment nous contribuer à apporter une solution. Deuxième élément, c'est que le ras-le-bol de la population, il est légitime. Parce que, comme nous l'avons rappelé, les agressions répétées, comme le prof l'a dit, détruisent la dignité et quoi de plus normal qu'un peuple se lève pour dire trop c'est trop. Parce que, comme je l'ai dit au départ, j'étais la semaine passée avec le président de la société civile qui était ici, de Rutshuru, qui me disait, honorable, vous qui êtes ici à Kinshasa, vous pouvez vous taire, mais nous, de Rutshuru, même si vous nous laissez seuls et que l'armée décroche aujourd'hui, et que nous apprenions que même toutes les provinces gardent le silence, nous, de Rutshuru, nous n'accepterons jamais que les M23 entrent à chef-lieu de Rutshuru. Donc, les populations en ont marre. Ces gens-là viennent, le professeur Arsène, moi qui le disais ici, il nous traite de bichouchou. Bichouchou, des idiots, c'est l'ombre. Alors que, comme je l'ai dit, je m'imagine que Bintou Keïta et Guilmas n'ont pas mesuré quelle serait la portée et l'interprétation de leur communication dans la pensée des victimes de guerres d'agression à répétition. Pour les populations de Goma, de Rutshuru, de Butembo, de Beni, vanter les M23, les mystifier et dire que les M23 se comportent comme une armée professionnelle, donc invincible. Pour ces populations-là, ça ne passe pas, c'est insupportable, c'est inacceptable. Et ça, c'est positif. Et donc, le titre du président disais-je, dit, ce que nous condamnons, c'est, nous invitons plutôt la population à manifester pacifiquement et invitons le pouvoir de fait et les conseils de sécurité à prendre leurs responsabilités. Dans tous les cas, ces populations de Djougou, de Irumu, de Beni, de Rutshuru, de Goma, de Uvira, toutes les populations congolaises, Rotouélé, Boazouélé, ils ont le droit légitime à la paix, à la sécurité, et personne ne peut se dédouaner devant des tueries à répétition. Alors, parmi les préoccupations qui ont été soulevées, Madame la vice-présidente a dit que l'occupation date de longtemps. Faut-il s'intéresser, ne faut-il pas s'intéresser à la Belgique? Bon, on ne peut pas nier la responsabilité historique du colonisateur, mais je pense que nous faisons pire si, à lieu place des drones de renseignement, nous, les Congolais, nous pouvons acheter des drones de reportage des matchs de football
Je ne sais pas à quoi nous pouvons nous apprendre à un Belge qui peut avoir fait mieux que ces Congolais-là. Il peut s'être montré d'ailleurs plus Congolais que ceux qui étaient les jouisseurs de ces jours. Donc je ne pense pas qu'il soit opportun aujourd'hui de renvoyer notre responsabilité à ça, toutefois nier leur implication. Alors le prof Richard disait que, à part les violences, et je venais d'évoquer les tweets du président, mais également, comme vous l'avez dit, ce qui a été positif. Parmi les choses positives, ça, nous avons dit, adopter au concret les mots d'ordre, que si d'aventure, à l'issue des élections de 2021, les agresseurs se mettaient à nouveau à travailler pour nous voler notre victoire, pour nous mettre à la tête de la RDC des marionnettes qui vont travailler à la fragilisation de nos cellules de sécurité, à entretenir les tueries, les massacres, eh bien, le concret a dit, le mot d'ordre est donné. Et pour moi, les populations de Nord Kivu, parmi les choses positives, c'est de dire, trop c'est trop, il est temps que cette pratique de sous-traitance de notre sécurité en faveur de cette force régionale, la population n'est pas prête à l'accepter. Et aujourd'hui, la population dit, nous ne pouvons même plus compter sur une force des Nations Unies. Nous devons nous prendre en charge, assumer notre souveraineté en tant que peuple. La même aspiration à l'autonomie est prononcée dans la perspective des élections à venir. L'aspiration au changement, on ne va plus traiter ces populations comme cela a été en 2018, 2011, 2016, 2006. C'est à nous de capitaliser, de travailler à l'éducation des populations pour que ces manifestations se passent le plus pacifiquement possible. Alors, Mme Boka Foster dit, il fait les liens entre le Gbebo, entre Kagame, le président élu, vous le rappelez. Même en 2016, Kabila a développé le même discours contre la MONUSCO à l'approche des élections pour réaliser son agenda de glissement et de tripatouillage de la Constitution. Donc c'est une bonne guerre pour se débarrasser d'un témoin gênant, et le pouvoir exploite une frustration légitime de la population pour faire de la manipulation. C'est clair là-dessus. Museveni tirait à boulet rouge contre la MONUSCO. D'ailleurs, après l'appui historique de la brigade spéciale d'intervention, appui FARDC, pour vaincre la 4e guerre d'agression sous couvert du M23, les Tanzaniens, les contingents tanzaniens ont payé un lourd tribut. Nombreux ont été tués à Beni. Des enquêtes n'ont jamais été menées, mais certaines sources n'excluent pas la main des agresseurs, n'est-ce pas, dans ces attentats contre les casques bleus, aussi bien que cela a été fait contre les officiers vaillants militaires congolais. Donc, ils n'ont jamais voulu de cette présence, et nous ne pouvons donc pas nous faire d'illusions là-dessus. Alors, ça rejoint effectivement la préoccupation du camarade Lexus pour dire, mais
comment nous établissons l'équilibre, quel est notre discours. Je pense, comme je le disais, le titre du président nous donne la ligne directrice. Nous ne sommes pas là pour ménager la MONUSCO de la dédouaner de sa responsabilité. Non. En 2019, je le disais, avec le président, nous a conduit à interpeller les responsables de la MONUSCO et leur dire c'était inacceptable que des tueries soient enregistrées à Mas, à Beni, à Djougou, à Yontouri, sous leur présence. En 2021, le président a invité Mme Bintou Keïta et tout son staff à Fatel et nous a tous associés à la discussion. La parole m'a été donnée pour dire à Bintou tous les griefs que la population, pendant plus de 45 minutes, ils ont enregistré, ils ont promis apporter des améliorations. Dommage que cela ne soit pas venu. Donc, d'un côté, nous ne pouvons pas nous montrer complaisants pour dédouaner qui que ce soit de sa responsabilité, mais de l'autre, nous appelons les populations à s'abstenir des actes de vandalisme, de violence, parce que les manifestations pacifiques, telles que les mamans l'ont fait le samedi, telles que les élèves de Ben l'avaient fait en avril 2021, et ces moments et la société civile, le message porté par des manifestations pacifiques est mieux attendu, mieux écouté que lorsque des revendications légitimes sont déformées par des actes de violence. Donc c'est notre discours que de prêcher pour la non-violence, tout en encourageant que la population se montre de plus en plus exigeante. Il est inacceptable qu'un état de siège décrété par amateurisme aboutisse sur un bilan de 4 953 morts et que nous demandions à notre population de croiser les bras. Ce n'est pas possible que l'on nous trompe par une pseudo-opération conjointe avec l'agresseur et que la situation se détériore, les ADF étendent leur zone de contrôle, ils évoluent à profondeur à l'Ituri jusqu'à menacer les frontières avec la Tchopo. Donc la population n'a pas d'autre choix que de se montrer exigeante. Alors le camarade Lexus dit, mais demain, est-ce que nous n'allons pas nous retrouver devant la même équation de la collaboration avec la MONUSCO? Je pense que la MONUSCO est tombée dans le piège de laisser faire et peut-être de collaborer à l'instauration des régimes de jouisseurs et de médiocres à la tête de l'État. Parce que pour obtenir rapidement le départ de la MONUSCO, il suffit qu'un gouvernement responsable crée les conditions de la sécurité intérieure par la montée en puissance des FARDC, par le lancement des programmes de démobilisation effectivement pris en charge. Mon constat, c'est que à chaque fois qu'il y a une opportunité que les populations lisent comme une perspective de paix, 90% des groupes armés locaux se démobilisent volontairement. Et donc, si demain, nous défendons la vérité des urnes et que toutes les populations reconnaissent que celui qu'ils ont élu véritablement prend le pouvoir, un effet immédiat, c'est que les groupes armés locaux vont démobiliser. Et la responsabilité qui va nous revenir, c'est de lancer un programme de démobilisation sérieux. Et au bout de 6 mois, de 9 mois,
le phénomène des groupes armés disparaît. Donc ce n'est pas difficile à gérer. Mais lorsqu'on a un pouvoir de médiocre, les groupes armés se multiplient. Un groupe de collaborateurs, de marionnettes qui signent des accords à vue de l'intégration des agresseurs. À chaque fois que à Nitori, au sud Kivu, dans le Tanganyika, dans le nord Kivu, les populations apprennent qu'à nouveau, les bourreaux d'hier seront récompensés pour être intégrés dans de hautes fonctions. Dans l'armée, tous les groupes armés qui s'étaient déjà déclarés favorables à la reddition volontaire quittent le centre de reddition pour retourner dans le maquis. Donc c'est la présence d'un pouvoir médiocre qui entretient l'instabilité et qui sert de prétexte au Conseil de sécurité pour estimer que la situation en RDC continue à constituer une menace pour la paix et la sécurité d'autres pays et de la sous-région. Et donc on n'a pas de crainte à se faire là-dessus, quitte à nous de ficeler efficacement notre programme d'action pour que dans les 100 jours, tel que le programme du président le prévoit, nous apportions des solutions. Il doit notamment la question de démobilisation, que nous posions la question des groupes armés étrangers avec autorité, et avec ça, on va signer un protocole de désengagement avec la MONUSCO. Nous pouvons leur dire, nous convenons que voici, en fonction de notre chronogramme, nous voudrions que on se mette d'accord pour que dans les 9 mois, tout au plus, dans la fin de la première année du mandat, les conditions auraient été réunies et la MONUSCO sera partie, du moins dans sa composante militaire. Bien entendu, il y a la composante droit de l'homme, il y a l'autre composante qui probablement ne pose pas forcément problème. Bon, voilà donc ce que je pouvais apporter là-dessus. Vous avez bien entendu parler de... Alors, il faut peut-être dire que ce que le pouvoir a fait par Bahati et par l'UTPS, c'est de la récupération politicienne pour pouvoir exploiter une frustration légitime qui était là. La preuve, c'est que, par exemple, les manifestations n'ont pas eu lieu à Bukavu, alors que vous pouvez considérer que c'est là où Bahati Lukwebo serait le mieux écouté. Les manifestations ne sont pas là. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'une frustration légitime qui se doit d'être exprimée pacifiquement, mais que le pouvoir veut exploiter pour des récupérations politiciennes. En fait, ce n'est vraiment pas une question parce que toutes mes questions ont été posées. Nous sommes une machine politique décidée. Je suis en train de réfléchir un peu sur le banc. Nous sommes en pleine crise. Parce que cette situation de la MONUSCO, il y a l'opinion qu'il faut gérer. Il y a peut-être où il y aura une crise, peut-être entre les pouvoirs en place et les Nations Unies. Il y a la question des élections où nous anticipons, parce que nous sommes sortis de Kisangani avec une résolution. Si j'ai bonne mémoire ou si jamais je fais une bonne interprétation, la résolution 30, en fait c'est une résolution qui doit commencer déjà à être travaillée maintenant. Mais parce que nous avons aussi soulevé cette question-là par rapport à cette crise de la MONUSCO. Est-ce qu'il n'y a pas moyen au niveau du bureau national que nous puissions nous saisir de cette question et que nous puissions réfléchir peut-être
même donner la position de notre parti par rapport à cette situation que moi je considère comme étant une situation de crise. Merci. Je m'aimerais rappeler la résolution 29. La résolution 29 du Congrès. Il est dit, le Congrès réaffirme que la souveraineté n'est pas un concept abstrait inscrit théoriquement dans la Constitution. C'est une réalité que le peuple se doit de s'approprier, de défendre et de démontrer par des actions concrètes sur terrain. Voilà une des résolutions de notre Congrès. Notre combat, c'est un combat de souveraineté. Donc, nous devons être à mesure de résumer à un mot quel est notre combat. C'est un combat de souveraineté. Donc, il est dit, Kennedy a dit ceci. Un Américain ne doit pas attendre de l'Américain, mais plutôt de ce que lui apporte à l'Amérique. Voilà la définition de la citoyenneté telle que l'entend Kennedy. Donc, chacun de nous ici a le devoir de conscience. Autant ce que font nos frères et sœurs à Goma et ailleurs, autant ce que nous devons nous mettre debout maintenant. Je lis ce document parce que nous sommes déjà dans notre 4e document. Depuis le 16 juin, le 30 juin, le document de l'ouverture sur l'ouverture du Congrès et les résolutions où nous nous référons sur la situation de l'Est. Mais que faisons-nous à Kinshasa? Parce que nous avons l'impression que, comme disait un sage, si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Nous avons produit des documents. Est-ce que nous avons vulgarisé ces documents? Nous devons plutôt s'approprier de l'article 48 de notre statut et la résolution 8 du Conseil national pour que nous puissions faire un travail sur le terrain. Parce qu'on a l'impression que nous venons ici, mais que faisons-nous sur le terrain? Le vrai travail devrait se faire conformément à l'article 48 du statut et de la résolution 8 de notre Conseil national. Donc, nous venons ici pour prendre des éléments et les amener sur le terrain pour préparer la population à prendre ses souverainetés, parce que notre combat, c'est un combat de dignité. C'est à la population à qui revient en fait la dernière solution, comme nos frères et sœurs le font actuellement à l'Est. Voilà ma contribution. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Denis Bilégué. Moi, je n'ai pas vraiment une question, mais j'ai plutôt un mot à glisser. J'ai bien suivi l'intervention de l'honorable. Merci beaucoup, honorable. Et si je peux analyser avec les interventions précédentes concernant la situation sécuritaire du pays, en fait, je pense que tout tourne autour de la dignité du peuple congolais. Alors moi, personnellement, je pense que le jour où la RDC aura à la tête un pays, un président élu par le peuple, et non un président nommé et imposé, on sentirait une différence. Puisque ce président verra ce que la dignité du peuple congolais puisse être bien protégée. Et ce président sera conscient qu'il a le montant de ses peuples, de cette population. Et il aura du mal à travailler par contre de la volonté du peuple congolais. Et moi je pense que cela n'est plus loin à arriver et cela demande l'implication de tout un chacun. Par notre courage et notre vigilance, être courageux, être capable de dire non à toute manœuvre possible. C'était ça le mot que j'allais glisser ce soir. Merci beaucoup. Je m'appelle Fidèle Lukutumba Chombo, je suis membre de l'ESID Bandalunga. Tout au long de l'exposé de notre honorable, il a parlé des différentes déclarations tenues par quelques personnalités de la communauté internationale, notamment l'ONU,
et puis des élections. Sur ces, j'ai deux préoccupations. Pour ce qui est des différentes déclarations, notamment de l'ONU, où vous nous avez dit, il y a une personnalité qui a tenu la déclaration selon laquelle le M23 dispose des armes sophistiquées que l'armée congolaise n'en a pas, moins encore la MONUSCO. Sur ce, j'aimerais vous poser la question de savoir qui ravitaille les M23 en armement. Et puis, est-ce que la RDC ne serait pas victime d'une complicité internationale? Pour ce qui est des élections, selon la réalité de la situation politique sur le terrain, bon, ça n'engage que moi, hein, et les informations à notre possession, nous avons au moins consommé 18 mois de retard, ce qui prouve à suffisance que les élections n'auront pas lieu. Par conséquent, j'ai une préoccupation à poser par rapport au parti. Si on arrive en 2023, les élections ne sont pas organisées, quelle sera la position de l'ECD? La seconde question, si en 2023, les élections ne sont pas organisées et la communauté internationale nous invite à aller à la transition comme il en a la coutume, est-ce que l'ECD y prendra part ou non, étant donné le président élu Martin Fayulu Madidi a déclaré, je cite, en démocratie, la victoire du peuple ne se négocie pas, j'ai dit et je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur. Alors, je commence par la préoccupation du camarade fidèle de l'ECD Bandalungwa. Et ça me permet aussi de rejoindre la préoccupation soulevée par notre moine Mboka, toujours à rapport avec les élections. À mon avis, ces manifestations devraient nous pousser aussi à réfléchir. Au regard de cette détermination de notre peuple à recouvrer sa paix, sa dignité, qu'adviendrait-il? Comment ce peuple va se comporter si demain, d'aventure, les usurpateurs de la vérité des urnes s'hasardaient à nouveau à le faire? Ce peuple qui aujourd'hui descend dans la rue avec une ampleur très très forte, à mon avis ne sera pas prête demain à consommer à nouveau que de médiocres usurpent le pouvoir pour perpétuer le chaos, l'insécurité à la tête de l'État. Ce serait exposer le pays à l'implosion. Raison pour laquelle, rejoignant la préoccupation du camarade Clément, je pouvais proposer, monsieur le président élu, que peut-être que le bureau se retrouve, se réunisse pour savoir, pour examiner les voies et moyens d'amener la MONUSCO et les partenaires de la RDC dans un cadre pour comprendre la nécessité de préparer les élections prochaines de manière telle que nous l'avons proposé dans les réformes, pour que ces élections nous permettent de sortir une fois pour toutes de ce cycle perpétuel d'insécurité, de tuerie, où finalement des gouvernements illégitimes, défaillants, médiocres, recourent à la politique de bouc émissaire et créent des incidents diplomatiques, opposent la population à la communauté internationale, exposent le pays à l'isolement gratuitement, pouvant même entraîner la mort des casques bleus et autres. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas lieu de réfléchir si, dans ce contexte ici, on trouve une voie
pour qu'à nouveau on remette sur table la question des réformes consensuelles, afin que notre peuple soit rassuré que, à plus de réformes urgentes à prendre sans délai dans le secteur de la sécurité, pour mettre fin au M23, aux ATF, aux Coteco et autres. C'était parmi les réformes urgentes que le président proposait déjà dans notre proposition de sortie de crise de 2019, que donc à plus de ces mesures sécuritaires urgentes, que des réformes consensuelles soient dégagées, afin de rassurer notre peuple qu'il va vers des élections crédibles qui vont lui permettre de mettre à la tête du pays des institutions crédibles, des dirigeants crédibles qui vont apporter des réponses adéquates à cette crise sécuritaire. Alors, donc, je rejoins par là donc, la proposition de notre camarade Clément. Alors, je salue effectivement la résolution 29 que notre aîné Simon nous a lu, que la souveraineté n'est pas un concept abstrait. Je pense que ces populations qui manifestent revendiquent effectivement leur souveraineté, qu'ils ont droit à la sécurité, qu'ils ont droit à être protégés par un pouvoir fort, par leurs dirigeants. Mais cette souveraineté, il faut qu'à travers des élections crédibles, la population qui ne peut pas décider par milliers autour des questions sécuritaires, la population donne sa souveraineté, donne mandat à des dirigeants crédibles qui mettent en place des politiques publiques dans les domaines de la défense, de la sécurité, et de cette manière, le pays va sortir de cette humiliation où le pouvoir illégitime font de la sous-traitance de la sécurité, alors que, comme le président l'a dit dans une des communications, la sécurité, un pays sérieux ne sous-traite pas sa sécurité. C'est tout ce que la population du Nord Kivu est en train de réclamer. Que ça n'est trop, ça n'est trop. Tout ce message de Dr Mukwege pour dire, mais appel à une force sous-régionale composée d'agresseurs, jusqu'à quand allons-nous continuellement sous-traiter notre sécurité? Donc c'est tout à fait correct pour rejoindre ça, rallier ça avec la résolution 29 de notre du Congrès. Ouais, je ne saurais pas répondre à tout. Madame a fait une proposition qu'on va pour la dignité, tout à fait. Alors, si le camarade dit s'il n'y a pas d'élection, non. On regarde la détérioration de la situation. Nous n'avons pas le droit de donner une seule seconde de plus à ce pouvoir de fait. D'ailleurs, à mon avis, les populations qui vous déliturer risquent de nous dépasser. Le message est clair. Ils disent, ils sont intelligents, le peuple il est réfléchi. Ils sont en train de dire qu'ils planifient les combats. Ils disent commençons par A, par B, par... Ils savent à qui incombe la responsabilité. J'ai même discuté avec les gens de la société civile qui disent qu'ils sont au courant que de la même manière que Félix crée les conditions pour que la brigade spéciale n'intervienne pas pour traquer les CNTP, les M23, c'est de cette même manière que le pouvoir en place crée des conditions sur le terrain, des conditions incompatibles avec les règles d'engagement de la brigade spéciale, et la brigade se désengage. Des conditions créées intentionnellement par le pouvoir. Est-ce qu'il y aura vraiment des élections? Je dis, ne me posez plus de questions, est-ce qu'il y aura élection? L'élection, elle est constitutionnelle. La question qu'on doit se dire, il faut qu'il y ait élection.
parce que c'est constitutionnel. Et cela, c'est l'apanage de tout citoyen. Ça fait partie de notre obligation citoyenne. Nous devons insister parce que c'est constitutionnel. Aucune personne qui peut dormir et se réveiller demain dire il n'y a pas élection. Pourquoi? Donc nous devons mettre ça dans nos têtes et nous habituer à dire il faut qu'il y ait des élections et ne pas toujours venir qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez dire. Je pense que nous nous sommes mis d'accord. Sur ce, nous allons clôturer la soirée, mais j'aimerais dire ceci, le mardi qui vient c'est le 2 août. Et vous savez que le 2 août est dédié justement à la journée de commémoration de génocide congolais, comme nous les commémorons tout le temps et dans nos conférences, nous essayons de revenir sur toutes ces atrocités qui se passent là. Donc c'est une invitation à rester en éveil. Donc on sera ici le 2. Les détails sur ce que nous allons faire, parce que vous savez que c'est quand même spécial par rapport à la conférence ordinaire. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment le déroulé va se passer? Ça va nous arriver d'ici 2, 3, 4 jours tout au plus. Mais nous demandons que tous les responsables des différents groupes puissent déjà commencer à sensibiliser